Merci beaucoup. Merci de m'accueillir à l'école Camondo. Je suis très heureuse d'être ici et de partager avec vous quelques réflexions et expériences sur le thème de la transformation urbaine à travers la notion, comme Alexis l'a dit, de la propriété. Donc je m'appelle Alice Cabaret et il y a 3 ans, j'ai fondé The Street Society. Et The Street Society, c'est une agence collaborative de prospective urbaine qui accompagne toutes sortes d'acteurs de la ville, des acteurs publics et privés, dans la conception et la production de projets urbains innovants. Pourquoi une agence collaborative ? Parce qu'elle est structurée à partir d'un réseau de 30 à 40 freelancers, architectes, graphistes, paysagistes, avec lesquels on s'associe selon les projets. On collabore selon les types de projets. Et ces types de projets peuvent concerner des projets de tendance urbaine ou nouveaux usages. Donc comment on travaille, comment on habite, comment on apprend dans la ville de demain. Des sujets de programmation urbaine et de programmation de nouveaux développements immobiliers. Des plateformes d'innovation, c'est-à-dire le développement d'incubateurs, par exemple, pour jeunes architectes et urbanistes. Des concepts immobiliers au croisement de la technologie, comment on insère la technologie dans des nouveaux bâtiments, et en transverse, le thème des reconversions industrielles dont je vais particulièrement vous parler ce soir. Des reconversions industrielles comme par exemple dans ce projet à Durban, du 8 Morrison Street, qui a été reconverti en une galerie éphémère et un marché hebdomadaire. Des nouveaux usages illustrés ici par l'exemple de Workshop Newtown, qui est un concept store à Johannesburg pour les designers du continent africain, avec à la fois des espaces de production et à la fois des espaces de vente. Des projets de recherche, ici pour le maire de Johannesburg, sur l'activation du parvis en face de la municipalité. Des outils qu'on développe, comme le Urban Design Thinking, inspiré de la méthodologie Design Thinking. Cet outil permet de générer de l'innovation urbaine. C'est à partir d'un jeu de cartes que j'ai d'ailleurs avec moi. Je ne sais pas si on aura le temps de le tester à la fin de la séance ou pas. Et ce sont des groupes de 20 à 30 participants qu'on rassemble autour d'un site. Et avec cette méthodologie, on fait émerger des nouveaux concepts urbains. Et enfin, des activités de storytelling urbain. Donc, dans des mots simples, c'est raconter le projet pour fédérer les énergies et des ressources afin que ce projet puisse être concrétisé. La majorité de mes projets maintenant se déroulent en France, mais j'ai habité pendant 5 ans en Afrique du Sud. Et c'est assez intéressant d'utiliser un exemple de projet en Afrique du Sud pour ce séminaire, parce qu'il est extrêmement lié au concept de propriété sur lequel on m'a proposé d'intervenir. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'Afrique du Sud ou sont déjà allés à Johannesburg. Personne. Du coup, on va prendre effectivement 5 minutes pour replacer le contexte de la ville. Et c'est intéressant parce qu'à chaque étape du développement de cette ville, finalement, chaque étape est symbolique d'une certaine appréhension du concept de propriété. Je m'explique. La première étape, ça a été la découverte de l'or dans la région. Et cette première étape est extrêmement liée au premier concept de propriété, qui est celui de la propriété foncière, donc du coup le profit tiré de la propriété immobilière. Johannesburg, c'est la ville de l'or, ou Egoli en zoulou, ce qui veut dire Place of Gold. Et elle a été fondée en 1886, ce qui est quand même assez récent à l'échelle urbaine, peu après la découverte de l'or dans la région. Et cette notion extrêmement forte de profit qui devait être générée très vite a affecté la forme urbaine de la ville. Et vous pouvez le voir d'ailleurs dans un des premiers plans de la ville de Johannesburg. Vous pouvez voir cette trame urbaine avec des bâtiments, des blocs de bâtiments assez petits. Et à votre avis, enfin, je ne sais pas si vous savez, pourquoi est-ce que ces bâtiments sont plus petits, ces blocs de bâtiments, dans ce contexte particulier ? Personne ne sait, je vous donne la réponse. C'est parce que les coins des bâtiments, les coins des immeubles sont beaucoup plus rentables. Donc, si on est un promoteur immobilier dans un temps de gold rush, c'est génial de bâtir finalement des immeubles assez petits avec 4 coins, etc., en bâtir plein les uns à côté des autres, parce qu'on peut tirer plus de profit de ces bâtiments-là. Et finalement, cette trame urbaine a été conservée alors que la ville de Johannesburg devait simplement être un campement minier qui devait disparaître peu après la création de la ville, ou une fois que les ressources ont été exploitées.
Ce qui nous fait passer à la seconde notion de propriété. Et comme dit Michel Serres, qui dit propriété dit frontière. Et c'est exactement le cas en Afrique du Sud, avec une politique très vive, très importante, le régime de l'apartheid qui a organisé la ségrégation socio-spatiale du pays, dont vous avez peut-être, je ne sais pas si j'ai besoin de donner plus d'éléments là-dessus ou si ça va. Oui. Eh bien, le régime de propriété dans ce système-là était particulièrement important puisque dès 1913, les populations africaines n'avaient plus le droit d'être propriétaires de leur propre terrain. Et des zones de vie ont été très vite délimitées selon la race, en anglais race, l'origine ethnique des différentes populations. On a donc des quartiers blancs, des quartiers africains et des quartiers qu'on appelle colored, qui est un mot local pour désigner les populations mixed race. Cette forme urbaine de la ville, extrêmement ségrégée, se retrouve maintenant dans l'organisation spatiale de Johannesburg. Et je vais vous présenter 3 types de formes urbaines qui perdurent aujourd'hui. La première, c'est le centre-ville. Le centre-ville, c'est un espace ambivalent. Parce que pour les populations blanches aisées, dès les années 80-90, le centre-ville a été associé tout de suite à de la criminalité. Il y a eu un énorme phénomène de white flight dans les années 80. Mais c'est un espace ambivalent puisque pour les populations africaines et les populations rurales, c'était, et c'est toujours, une première porte vers une vie urbaine en Afrique du Sud, vers des opportunités économiques. Et c'est la situation actuelle du centre-ville de Johannesburg. Cette photo a été prise lors d'une recherche exploratoire dans le quartier de Hillbrow. Hillbrow, c'est un des quartiers les plus denses d'Afrique du Sud, et c'est aussi là où le taux de criminalité est le plus fort. Mais ça, au monde. Attendez, ouais. Et du coup, cette recherche exploratoire est particulièrement en lien avec le thème de la propriété, puisqu'il s'agissait d'explorer les logiques d'appropriation territoriale de la part des compagnies de sécurité privées. 40% des gardes de sécurité en Afrique du Sud, les gardes de sécurité en Afrique du Sud, c'est 40% du nombre total de gardes de sécurité dans le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, par exemple, c'est 6% ce chiffre. L'Afrique du Sud, c'est le deuxième pays après les États-Unis où le nombre de gardes est aussi important. Et dans ce contexte urbain, les compagnies de sécurité font la loi dans ces quartiers-là. Hillbrow, c'est un quartier où l'État et la police se sont désengagés. Et ça crée énormément de tensions. Sur cette photo, c'est Freddy, un garde de sécurité, qui, comme vous pouvez le voir, 10 jours avant cette photo, a été attaqué au couteau dans la rue par un autre garde de sécurité. Les symboles dans le centre-ville de Johannesburg qui vraiment étaient ceux de la réussite de la ville sont maintenant complètement finalement le symbole de sa décadence ou en tout cas de sa transformation. Là, vous avez le Carlton Hotel qui a fermé en 1997. Ça a vraiment marqué la fin d'une période urbaine. Et le Carlton Hotel, c'était pourtant l'hôtel où toutes les célébrités venaient séjourner quand ils venaient à Johannesburg. Et si c'est une photo prise lors d'une exploration de l'hôtel pour un potentiel futur redéveloppement, vous voyez le toit terrasse où il y avait une piscine où les gens normalement passaient du temps qui est dans cet état-là actuel. Ça, c'est le centre-ville. Pas loin, pas très loin du centre-ville, en périphérie de la ville, parfois à l'intérieur même des banlieues nord, il y a des townships, et des townships, c'est des territoires où l'informalité et la pauvreté sont particulièrement importants. Mais ce sont aussi des territoires où la notion de propriété est repensée, ou en tout cas, il y a des phénomènes d'appropriation culturelle différentes du territoire. Ici, via un mouvement de danse local qui s'appelle le Pantsula, dont je n'aurai pas le temps de vous parler ce soir. Il faudra éventuellement y revenir en question. Et troisième forme urbaine, celle de la gated community. Donc ici, c'est extrait d'une vidéo de drone réalisée par Matthew Niederhauser, qui justement a utilisé le drone pour voir au-delà des murs. Et ces vidéos sont particulièrement incroyables, vous pouvez les voir sur le site du MIT. Et on voit effectivement cette représentation formelle finalement du repli identitaire et sécuritaire de toute une part de la population en Afrique du Sud. C'est important parce que la notion de propriété est complètement différente en Afrique du Sud de celle en Europe. Par exemple, l'autodéfense,
c'est un phénomène qui est vu comme légal par les tribunaux sud-africains, et la propriété physique est vue comme une extension de la personne dans les phénomènes d'autodéfense. Ça veut dire que si vous tuez un voleur qui vient sur votre propriété la nuit, vous ne serez pas forcément puni dans un contexte sud-africain. La propriété physique est une extension de l'individu. Donc phénomène extrêmement important pour comprendre vraiment les logiques territoriales en Afrique du Sud, et cette espèce de droit à la protection qui légitime à la fois des barrières électriques et des barrières symboliques. C'est dans ce contexte d'une ville complètement schizophrène, comme dit le photographe sud-africain Peter Hugo, que s'est déroulée finalement la réflexion autour de la création du quartier du Maboneng Precinct, et pour lequel j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que chef de la stratégie urbaine. Et le Maboneng Precinct se veut vraiment une proposition urbaine qui vise à apporter des réponses à des questions qui sont essentielles en Afrique du Sud. À qui appartient la ville? À qui appartient l'espace public? Et est-ce qu'il peut y avoir un territoire où des populations autrefois séparées puissent se rencontrer, puissent échanger, et comment faire pour que ce territoire soit assez malléable ou assez neutre pour qu'une étape urbaine de l'Afrique du Sud puisse s'y construire, en tout cas de Johannesburg. Le Maboneng Precinct, du coup, c'est un quartier qui est localisé à l'est du centre-ville de Johannesburg. Et c'est un quartier qui, pendant longtemps, n'a pas eu de nom. C'était un quartier complètement industriel. Dans les années 80-90, les industries, qui étaient des industries d'imprimerie ou des réparations automobiles ou de manufacture, ont quitté le quartier, laissant plein de bâtiments à l'abandon. Et c'est dans ce contexte-là qu'un promoteur, ou plutôt un jeune Sud-Africain, qui n'était pas un promoteur à l'époque, a eu l'idée de reconvertir un des bâtiments en destination créative et culturelle. Il a vu ce bâtiment historique qui avait une certaine valeur architecturale, et il a décidé d'y ajouter des galeries. Tout de suite, un artiste sud-africain très connu, William Kentridge, y a mis son studio. Et du coup, il y a eu un énorme intérêt extrêmement rapide autour de ce quartier. Alors, ça peut être un exemple classique, effectivement, de régénération par la culture. Cependant, dans ce cas-là, ce qui a été intéressant, c'est que l'intérêt est venu de la part de populations sud-africaines qui ne connaissaient pas du tout le centre-ville. Comme je vous l'ai dit, les populations notamment blanches et aisées n'avaient pas fréquenté le centre-ville depuis des dizaines, vingtaines d'années. Et la première fois que je me suis rendue dans le quartier pour visiter cet endroit, j'étais accompagnée de gens qui avaient à peu près mon âge, qui vivaient 10 km au nord de ce bâtiment, et qui pourtant n'avaient jamais été dans le centre-ville. Et je me souviens, c'était une véritable exploration urbaine, une découverte d'un quartier qui pourtant est au cœur de la vie urbaine en Afrique du Sud. Très vite, des gens ont commencé à visiter cet endroit. Il y a eu plus de 6000 personnes tous les week-ends pendant 2 à 3 mois consécutifs. Et les gens ont voulu vraiment habiter dans le quartier. Il y a eu un intérêt des gens pour emménager dans ce quartier, notamment des jeunes populations sud-africaines qui revenaient d'études à l'étranger, qui connaissaient des modèles urbains européens, par exemple, où il y a une véritable vie dans la rue et qui ne retrouvaient pas du tout ça en Afrique du Sud avec les gated community ou des endroits où ils ne se sentaient pas forcément en sécurité. Et du coup, ont voulu emménager dans ce quartier, ce qui a donné des reconversions résidentielles, comme dans ce cas à Revolution House. Le Maboneng Precinct, maintenant, c'est 20 immeubles régénérés. C'est un quartier mixte. Et c'est un quartier qui a tout de suite défendu une approche extrêmement inclusive de la régénération. C'est-à-dire que chaque produit, enfin mixité en termes d'usage, vous avez à la fois du logement, des activités diverses, un hôtel, des activités économiques, etc. Mais mixité aussi en termes d'accessibilité. Comment on produit des logements qui soient accessibles à tous, des produits qu'on vend qui soient aussi accessibles à tous. Donc, ils ont investi ces immeubles autrefois complètement abandonnés. Et je vous donne quelques exemples de ces différents programmes au sein du quartier. Des programmes de logement. On ne le voit pas forcément ici, mais ces logements vont vraiment de la chambre d'étudiants partagée à prix extrêmement accessible jusqu'au penthouse qui s'est vendu à 400 000 € dans une des tours du quartier.
en passant par toutes les options pour la famille, etc. Donc créer une véritable dynamique inclusive en termes de population qui puisse résider dans le quartier. Des restaurants, différents commerces, et derrière ces types d'activités, des entrepreneurs locaux. Et ce sont des entrepreneurs qui habitaient à 10 minutes, 15 minutes du quartier, dans les zones résidentielles qui étaient autour de ce quartier industriel, qu'on a incité à venir démarrer leur business dans le quartier grâce à des programmes particulièrement attractifs. C'est-à-dire que pendant 1 an, par exemple, ils pouvaient ne pas payer de loyer ou ils bénéficiaient de subventions pour pouvoir démarrer leur activité. Et grâce à ça, il y a énormément de success stories dans le quartier, notamment Becky Doubé qui a commencé à travailler dans un des restaurants du quartier en tant que serveur. Et puis un jour est allé voir ce jeune entrepreneur sud-africain qui avait cette vision du quartier et qui a dit « mais moi j'aimerais bien démarrer un backpackers, un hostel, une auberge de jeunesse ». On a trouvé le bâtiment, on a trouvé le financement pour qu'il puisse démarrer son activité. Et maintenant, il va ouvrir son 3e backpackers en Afrique du Sud. Et ça marche extrêmement bien pour lui. Et il y a beaucoup d'autres exemples à l'échelle du quartier d'entrepreneurs qui ont su trouver une plateforme pour développer leurs propres activités. Et je pense que c'est important parce que dans pas mal de projets de régénération, il n'y a pas forcément cette approche-là. Et pourtant, elle apporte énormément de choses en termes de développement organique du quartier. Et cette ouverture d'esprit à ce que n'importe qui peut apporter, et notamment les gens qui connaissent le quartier puisqu'ils y habitent à côté. Des espaces de travail, des studios d'artistes à travers le quartier, même un musée of African Design. Et l'hôtel design avec chaque room qui a été régénéré ou transformé par un artiste sud-africain. L'espace public, c'est aussi une énorme dimension de la régénération de ce quartier, avec des partenariats avec la ville de Johannesburg, qui n'ont pas forcément été tout de suite faciles, mais finalement, on a réussi à mettre en place des programmes pour régénérer tous les espaces publics du quartier et le faire rayonner même au-delà du quartier. Tout ce qui est, et cette idée de la rue est vraiment hyper importante, comme je vous l'expliquais, en Afrique du Sud, puisqu'ici, on tout de suite pouvait expérimenter d'autres manières de se rencontrer dans la rue, de se croiser en ville, de se sentir assez safe pour avoir des activités. Et ça, c'est une notion qui est vraiment pas, commune en Afrique du Sud. Et ce positionnement avec une rue ouverte, qui ne soit pas fermée derrière des gated community, où il n'y ait pas de barbelés visibles, etc., c'est quelque chose qui a complètement ouvert le paysage urbain en Afrique du Sud. Des partenariats avec des artistes comme Remède, des street artistes qui ont été impliqués dès les premières étapes du projet. Donc Remède, par exemple, a collaboré avec nous pour développer ce modèle de résidence étudiante. Il a donné son nom même au bâtiment. Des artistes, street artistes comme Oroa, que vous connaissez peut-être, de Belgique. Et des partenariats, bien sûr, avec des street artistes locaux, souvent aussi pour trouver des réponses locales à des problématiques urbaines. Ici, à Rouen, c'est un artiste local qui a développé cette proposition pour répondre à un enjeu territorial qui était celui de cette intersection. Cette intersection était extrêmement dangereuse et à proximité d'une école. Et il a décidé d'installer cette énorme pièce graphique qui fait ralentir les voitures quand elles approchent et la nuit qui s'éclaire grâce aux phares. Comme vous pouvez le voir, elle est faite effectivement à partir de chevrons. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que du coup, par cet investissement en termes culturels, le street art qui donne une très forte identité au quartier, la réhabilitation qui préserve les bâtiments, la structure ancienne, la structure industrielle des bâtiments. Tout de suite, le Maboneng Precinct, c'est devenu un des lieux où les films se tournaient, où des music vidéos aussi, des clips se tournaient, voire même des mariages s'organisaient, parce que c'était considéré finalement comme un endroit urbain assez exceptionnel à l'échelle de la ville. Et c'est intéressant parce que la pièce que je viens de vous montrer fait partie du clip d'une chanteuse française qui s'appelle Jain et qui a collaboré elle-même avec l'artiste pour son clip qu'elle a tourné notamment dans le quartier. Ça veut dire qu'une solution trouvée à un problème local finalement a une dimension internationale. Et je trouve que c'est assez marrant.
Du coup, c'est la troisième notion de la propriété et c'est la conclusion de la présentation du Maboneng Precinct. C'est un quartier qui a favorisé des nouvelles formes d'appropriation territoriale. On a vu la propriété effectivement comme la propriété dans sa dimension propriété immobilière, foncière, associée au profit, qui a marqué le début de la ville de Johannesburg, pour passer à une notion de propriété liée à son pendant qui est celui de des limites et celui des frontières. Et là, c'est une troisième analyse, une interprétation du sujet de la propriété, puisque c'est une idée d'appropriation. Comment les gens font leur propriété d'un espace urbain, comment ils se le réapproprient. Et là, donc du coup, ça marque une véritable appropriation de cet espace. Il y a le critique urbain Henri Pierre jeudi qui parle beaucoup des friches urbaines et qui dit que ce sont des lieux indéterminés qui deviennent des lieux référentiels. Et c'est un peu l'impression, ou c'est un petit peu la leçon de ce quartier-là, un lieu complètement indéterminé, qui n'avait pas de nom, qui devient un référentiel à l'échelle urbaine de l'Afrique du Sud, à l'échelle urbaine de Johannesburg, et à l'échelle de l'Afrique du Sud. Un quartier intergénérationnel, etc. C'est un quartier qui a beaucoup été mentionné dans des médias internationaux, mais ce qui est intéressant de voir dans ces médias, c'est qu'ils s'attachent surtout à la forme urbaine de ce quartier, au design intérieur, mais sans forcément penser au processus qui a conduit à la création de ce quartier. Et juste un mot sur le processus de création ou de régénération de ce quartier, dont je vous ai un petit peu parlé vis-à-vis des programmes qu'on avait mis en place pour les entrepreneurs, par exemple. Il y a aussi un outil très important qu'on a mis en place et que j'ai dirigé pendant plus d'1 an, qui s'appelle Grind Cities, et c'est un laboratoire éphémère pour l'innovation urbaine. Grind, c'est Global Regeneration Initiative for Neighborhood Development. Et l'idée de Grind, c'est d'offrir une plateforme pour la réflexion sur la notion de transformation urbaine. Et cette notion de transformation urbaine, dans des quartiers comme celui-ci, ça peut impliquer effectivement un questionnement sur une gentrification potentielle, une régénération qui irait trop vite pour les populations alentours, même si dans notre quartier, il n'y avait personne qui habitait dans un certain sens, le quartier est régénéré ici. Mais l'idée, c'était d'offrir une plateforme pour à la fois maximiser l'impact positif de la transformation et limiter et identifier les éventuelles contraintes ou les éventuels impacts négatifs de cette transformation-là. Comment ça marche Grind ? C'est un espace industriel abandonné, pré-développement, qu'on a investi, ce qui nous permet de donner des espaces de travail gratuits à des jeunes professionnels et à des étudiants. Ils viennent y passer 3 mois, 6 mois, ils sont acceptés sur proposition de projet et ils viennent y développer leurs projets qui sont en lien avec le sujet de la transformation du quartier. Donc ça peut être des projets de recherche, ça peut être des projets de prototypes urbains, par exemple un mobilier ou un banc connecté, mais qui tout de suite interroge cette notion de transformation, de transition urbaine, qui parle à tout le monde, qui soit créé de manière collaborative. Il y a eu beaucoup d'événements artistiques et surtout énormément de débats sur la transition du quartier. C'était un endroit dont la porte était toujours ouverte et accessible à tous. Et on a eu des débats extrêmement houleux ou extrêmement importants pour la transition du quartier. Et ce qui est génial, c'est que tous les projets ont été intégrés, les résultats des projets ont été intégrés au processus de développement du quartier. Donc on a intégré sous forme de recommandations des processus pour le développement de tel immeuble ou de telle ville ou de telle rue ou une autre dimension à donner au quartier. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce type de plateforme qui dure assez longtemps. On parle souvent de concertation ou de co-conception aujourd'hui quand on parle de projet urbain. Mais généralement, c'est par effet d'affichage. Oui, on va présenter 2-3 plans aux gens, on va leur demander ce qu'ils veulent dans le quartier. En fait, ça apporte une telle valeur au quartier, ça apporte une telle authenticité au développement et ça permet de limiter aussi des risques tellement en amont que je pense que c'est un outil essentiel au développement du quartier. Le fait qu'il y ait une présence physique de cet espace, c'est aussi quelque chose qui me semble absolument nécessaire. Quand on parle de digitalisation justement des processus de concertation, je pense qu'avoir un espace ouvert à tous, c'est quelque chose qui a permis de vraiment toucher plein de populations. Et ces leçons sud-africaines, je les intègre
au quotidien dans mes projets en France. J'essaye surtout justement de me dire comment est-ce qu'on peut penser à des territoires, la complexité des territoires abordés, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve vraiment en France, parce qu'on a des territoires qui sont souvent difficiles, et que l'Afrique du Sud, ça a offert une expérience absolument incroyable en termes de compréhension des dynamiques sociales et territoriales qu'il peut y avoir dans des quartiers. On a aussi développé un outil qui est l'outil Urban Design Thinking, donc inspiré de la méthodologie Design Thinking, qui permet de générer de l'innovation urbaine. Ce que je vois de plus en plus quand je travaille avec des promoteurs maintenant, surtout suite aux, je ne sais pas si vous avez suivi, mais des appels à projets type Réinventer Paris, qui ont vraiment ouvert l'innovation, où l'innovation a été valorisée et du coup ont forcé des acteurs classiques de la ville à s'associer avec des startups, des artistes, etc. Donc c'est ce mouvement-là de Réinventer Paris a introduit une culture de l'innovation auquel les promoteurs maintenant répondent souvent par une checklist. Ah bon, on va faire un projet innovant, donc du coup il y aura une agriculture urbaine, il y aura de l'agriculture urbaine sur le toit, puis il y aura un Fab Lab, et puis il y aura du coworking, et cool, c'est innovant. Et en fait, je suis vraiment contre ça, parce que je pense que l'intelligence collective peut vraiment amener des solutions ou des concepts ultra locaux, ultra pertinents, qui vont vraiment transformer l'environnement urbain alentour. C'est comme ça que j'ai travaillé donc, sur cet outil d'Urban Design Thinking. Je ne sais pas si on a le temps de jouer ou si vous voulez jouer aussi. On va peut-être prendre une pause. On va peut-être échanger sur ce qui vient de se dire. Et si vous voulez, après, on pourra jouer au jeu. Ça dure 10 minutes sur un des sites sur lequel j'ai travaillé le mois dernier. Mais voilà, en gros, ce que je fais. Merci.